Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 sujets, un caricaturiste. Alors les 4 invités, Laurent Arthur Duplessis, Laurent Isard, Richard de Sèze, Patrick Ivard. Messieurs, bonjour, merci d'être là. Bonjour. 3 sujets. Le premier, c'est le gros contraste entre l'attitude au Parlement de la NUPES, particulièrement de LFI, et du Rassemblement national. 2 manières de s'opposer au projet du gouvernement. On va creuser la question. Deuxième sujet, on est à 1 an, à quelques jours près, de l'invasion russe en Ukraine. Et on va essayer d'en tirer un petit bilan et surtout regarder s'il y a un vainqueur possible. Deuxième sujet donc. Troisième sujet. Alors là, on part du côté culturel, mais vous allez voir que la politique est vraiment là. Doit-on, et je pense à la France, mais aussi à la Grande-Bretagne, mais aussi peut-être à la Belgique ou à l'Italie, devons-nous rendre les œuvres qui ont été prises lors d'invasions napoléoniennes, d'achats ou de dons de souverains? Doit-on rendre les œuvres d'art? Le Louvre est composé d'œuvres pillées par Napoléon. Est-ce qu'on doit les rendre un jour ou l'autre? C'est cette question qu'on se posera tous ensemble. Et puis, Ignace est là. Alors, Ignace, c'est celui qui met du sang sur les murs, ce qui me fait rire pour une fois, moi qui déteste les films d'horreur. Il est drôle comme tout et il est pertinent et on verra à la fin de l'émission à quel point son talent est éclatant. Voilà. Allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le premier sujet. Alors, le premier sujet, on est au Parlement, on est à l'Assemblée nationale, et il y a un fort contraste entre l'attitude très éruptive, très vindicative de la NUPES et de sa composante LFI, et puis le calme du Rassemblement national. Et la question, c'est quelle est la stratégie gagnante? Est-ce qu'il y en a une? Qu'est-ce que ça dit sur ces 2 partis et éventuellement leur capacité à gouverner? Et je vais me tourner vers Patrick Ivard, qui lance ce sujet. Patrick. Oui, alors, Franck, en ce qui concerne la différence qu'il y a entre la NUPES, je dirais plutôt LFI, plus précisément, et puis le Rassemblement national, ça me semble à peu près évident, quoi. Il y a le Rassemblement national qui respecte la légalité, et puis on a à l'inverse la LFI qui cherche le grand soir. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de LFI, c'est quoi? C'est de manifester, d'avoir des problèmes, d'avoir des troubles, de façon à ce qu'il puisse y avoir une sorte de mai 68 qui puisse renverser le pouvoir en place. Ce n'est pas du tout l'objectif du Rassemblement national. Mais le Rassemblement national... Cette attitude du Rassemblement national. J'espère bien que ça sera efficace, mais il n'empêche que de toutes les façons, il n'y a pas 50 possibilités. On respecte la loi, on respecte la volonté populaire et on s'exprime dans le cadre des institutions. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas imaginer qu'un parti politique puisse prendre le pouvoir à la suite de troubles dans la rue. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas en 1917 à Saint-Pétersbourg, c'est ce dont rêvent les Mélenchon, les Louis Boyard et puis autres de même nature. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en 2023 en France, quoi. Dans un pays civilisé, ça fonctionne pas comme ça. Richard, Patrick vient de parler de 1917, mais est-ce que la stratégie de la NUPES, c'est pas plutôt 1793, c'est-à-dire une stratégie robespierriste? Il y a un fantasme robespierriste à la NUPES, et Mélenchon adorerait se faire passer pour un grand de la Révolution française. Je crois surtout que ce que la NUPES et le Rassemblement national nous prouvent, c'est pas du tout le respect des institutions, quand bien même les gens du RN y seraient attachés, c'est le fait que c'est déjà joué et que cette scène de l'hémicycle n'est qu'une espèce de gigantesque plateau télévision où on est en train de jouer les prochaines élections. Donc en fait, là, il y a juste une volonté de captation d'un électorat indécis qui se dit « Ah ben, je n'aime pas Macron, ceux qui gueulent le plus, c'est LFI. Ah ben, du coup, je vais voter LFI parce que eux, ils ont l'air d'être très bien. » Évidemment, la réforme des retraites ne se joue pas dans l'hémicycle, elle est déjà décidée, elle est déjà fermée, elle est déjà bouclée. Macron a été efficace comme d'habitude, ça fait 6 ans qu'il explique qu'il y travaille, donc voilà, avec un peu de chance, dans 1 an, ce sera plié. Et le RN, lui, dit « Bah non, pas du tout. En fait, moi, ce dont j'ai besoin dans ma
tactique électorale de conquête des prochaines élections et de conquête du pouvoir, quelles que soient les élections, c'est de prouver que je suis capable de gouverner. Donc je vais faire semblant d'être calme, quoi que j'en pense, et quelque envie que j'ai d'en découdre, pour faire en sorte que les gens me disent « Ah oui, effectivement, vous êtes moins bas du front que je ne le croyais, vous n'êtes pas des sauvages. Voilà. » Mais il n'y a pas une tactique intéressante dans la discussion de la retraite. Patrick, un petit insert là-dessus. Je remercie de dire qu'on n'est pas des sauvages, parce qu'effectivement, on n'est pas des sauvages, on est des gens bien élevés. En rentrant ici, je me suis dit, je vous vois... Pas de problème, regardez, j'ai même mis une cravate, et puis voilà, on est présentable, on parle bien. Ok, mais la cravate fait l'homme politique, la cravate fait la politique, la cravate... un petit peu quand même, parce qu'entre un député qui se pointe en tongs à l'Assemblée nationale, un autre qui vient en costume cravate, il n'y a pas photo, quoi, c'est pas les mêmes, quoi, c'est certain. Après, on fait un choix. Mais est-ce que vous dites pas la même chose, finalement? Non, on ne dit pas la même chose, parce qu'on ne joue pas un jeu, on joue pas, c'est pas le cinéma, on n'est pas là pour faire semblant, on est ce qu'on est. On est des gens respectueux des institutions, on est des gens bien élevés, et puis on respecte le vote des Français. C'est comme ça, voilà. Et on n'est pas dans la stratégie de bordélisation, pour reprendre une expression de Darmanin, je crois, quand il parle de LFI. On n'est pas dans une stratégie de bordélisation de la France. On respecte ce que ont voté les Français, voilà, c'est tout. Laurent Arthur du Plessis, je le vois très sceptique. Je pense que la stratégie du Rassemblement national est payante, effectivement, ne serait-ce qu'en considération de l'évolution des sondages qui ne sont pas très favorables à la France insoumise. Et je crois que l'opinion publique n'aime pas le comportement de la France insoumise à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs assez curieux, cette hystérie qui s'est emparée des élus de la France insoumise de l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils sont un peu dans leur bulle. Et je crois qu'ils ne se rendent pas trop bien compte de l'état de l'opinion publique. Mais on peut en plus leur opposer l'objection suivante. Ils ont fait élire Macron en disant qu'il fallait faire barrage de Marine Le Pen. Et maintenant, ils s'en prennent à Macron en disant qu'il est un président indigent. Et il fallait peut-être y penser au moment de l'élection, que c'est un président indigent, au moment de sa réélection. Et je crois que la France insoumise, enivrée par sa forte présence numériquement à l'Assemblée nationale, s'engage dans un tourbillon d'excès et de démesures qui, à terme, va la desservir beaucoup en réalité. Sauf que c'est une stratégie, hein, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure avec Richard de 93, une stratégie robespierriste, qui est une stratégie jusqu'au boutiste, d'extrême de la terreur pendant la Révolution. Est-ce que c'est pas ça l'objectif de LFI? Je crois qu'ils sont dans cet état d'esprit, j'en suis persuadé, oui. Ça ne peut pas fonctionner parce que la France est un peuple, le peuple français est plutôt éruptif. On se souvient des bonnets rouges, des gilets jaunes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est assez juste en accord avec le tempérament français? Il me semble que s'il y a effectivement une exaspération dans l'opinion publique française qui est très nette contre Macron et contre sa politique, qui est liée à tout un faisceau d'éléments et pas simplement la question des retraites. Et cette exaspération qui s'exprime dans l'ampleur numérique des manifestations de rue. Mais je crois que c'est une chose d'aller manifester dans les rues comme le font énormément de gens et qui ne sont pas simplement des électeurs de la France insoumise, il y a plein d'autres gens. Et je crois que c'est une autre chose que d'offrir à l'Assemblée nationale le spectacle du chaos. D'ailleurs, les manifestants dans la rue, ils ne veulent pas le chaos. Ils ne le veulent pas. Et pour l'instant, les forces de police font plus ou moins leur travail et mettent plus ou moins à l'écart les Black Blocs, ce qui est d'ailleurs intéressant, parce qu'on voit que quand le gouvernement veut les mettre à l'écart, il peut les mettre à l'écart. Alors, il y a eu un changement de préfet de police. Peut-être que ça, vous pensez que c'est... Un changement dans la stratégie gouvernementale qui ne joue plus le chaos dans la rue et qui, effectivement, tient à l'écart les Black Blocs. Parce que, techniquement, on peut très bien les tenir à l'écart. Et, mais tous ces gens qui manifestent dans les rues ne veulent pas le chaos. Et les élus de la France insoumise à l'Assemblée, eux, ils donnent l'image du chaos. Je crois qu'ils sont en distorsion avec l'opinion publique. Et je pense qu'ils se mettent dans une impasse politiquement. Ok, merci. Laurent Isard, il
Il y a quand même, me semble-t-il, le très fort contraste entre le RN et LFI montrerait quand même une forme d'embourgeoisement du Rassemblement national. Est-ce qu'il n'y a pas là, entre une sorte de Mélenchon qui serait assez proche de ce qu'était Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans, et puis le RN qui serait maintenant presque un parti institutionnel? C'est vrai que lorsque, à l'époque, le Front National est arrivé à l'Assemblée nationale, en 1986, c'est vrai qu'il y avait une stratégie, alors non pas de chaos, comme on voit aujourd'hui, hein, avec des invectives, mais il y avait une stratégie d'obstruction, avec un nombre déjà d'amendements qui était phénoménal, une stratégie qui consistait à gagner du temps. Bon, ce n'est plus aujourd'hui la stratégie du Rassemblement national, et c'est heureux, parce que gagner du temps, ça ne sert à rien, finalement. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement deux oppositions. On a une opposition qui est quand même responsable, qui est constructive, et une autre qui, manifestement, c'est vrai, cherche le chaos, avec quand même une chose intéressante, à mon sens, c'est que on a aujourd'hui une fracture au sein même de la NUPES. Il y a quand même des députés qui très clairement ont pris la parole à l'Assemblée pour dire « là on va trop loin, là il faut arrêter, là il ne faut pas traiter les gens d'assassins, ça ne peut pas se faire ». C'est normal, parce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas la rue. C'est deux choses différentes. Il y a une tenue nécessaire à l'Assemblée nationale, c'est une institution, il faut la respecter, il y a un règlement, il faut le respecter, et puis il y a aussi même un respect des personnes. Et ce respect des personnes, il transcende tous les partis politiques. Et manifestement, certains députés LFI sont allés beaucoup trop loin. D'accord. Richard de Sèze. Enfin, bien sûr, tout ce qu'on dit est vrai, mais il faut quand même fondamentalement voir que LFI ne respecte personne, parce que comme tout bon gauchiste, tous ceux qui sont pas d'accord avec LFI ont tort, ce sont des ennemis de classe et ils sont bons à pendre. Et ils le disent en riant, ils le disent en hurlant, ils le disent en grimaçant, mais et on sait qu'ils sont capables de le faire. Il faut voir qu'une fois de plus, LFI est en train d'agir à la Chambre, non pas pour avoir une quelconque avancée parlementaire, mais pour faire en sorte que les troupes qui sont dehors soient galvanisées et se disent que la stratégie de la violence est payante. Et c'est une stratégie de la violence qu'il faut aussi remettre en ligne avec la manière dont LFI a décidé d'avoir comme nouvel électorat les populations musulmanes françaises, et qui sont dans des villes, dans des ghettos, dans des zones de non-droit, reconnues même par la République, qui cartographie les endroits où justement le droit républicain ne s'applique plus, et où on voit que les jeunes, comme on le dit pudiquement les journalistes, sont en train de mettre en échec l'ensemble des services publics, sont en train de mettre en échec les forces de l'ordre, et donc la vitrine de l'Assemblée nationale leur dit, voilà, nous sommes violents, soyez-le. Nous sommes violents à la Chambre, soyez-le dans la rue. Et en même temps, ces jeunes sont ceux qui votent le moins. Oui, donc ils vont chercher un électorat. Mais parce qu'ils n'ont plus besoin de voter. Une fois de plus, le L214 a plus fait pour le bien-être animal en publiant des vidéos qu'en ayant des débats à la Chambre. Voilà, une partie du personnel politique a décidé qu'en fait, il était plus intéressant de ne pas être dans un parti, mais d'être dans des associations et de faire le coup de poing. Parce que ça, c'est efficace. Et légalement, législativement, on a plus d'avancées en étant des braillards et des violents qu'en étant des gens décents. Donc, voilà. Mais sur le plan électoral, justement, il me semble que c'est relativement une impasse, cette stratégie de la France Insoumise. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils ont en tête, c'est l'électorat des jeunes de banlieue. Et effectivement, les jeunes de banlieue, ils ne votent pas beaucoup, même s'ils votent un peu plus maintenant. Et je crois qu'effectivement, cette stratégie-là, sur le plan électoral, pour la France Insoumise, elle ressemble un petit peu à un cul-de-sac. Mais alors attention, Franck, si vous me permettez, c'est pas une logique de prise du pouvoir par électoral. C'est pas du tout ce qui vise. Ce qui vise, c'est le grand soir, c'est la révolution. Je parlais tout à l'heure de Saint-Pétersbourg 1917. On peut aussi parler du 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Ce que vous voulez, ce que le LFI ne comprend pas, c'est que dans sa stratégie de prise du pouvoir dans la rue, non pas dans les urnes, ils oublient une chose, parce qu'ils n'ont pas de vision historique
historique du passé. C'est que les révolutions, elles sont toutes cannibales. À savoir que le premier qui prend la Bastille en 1789, c'est pas Robespierre, c'est la révolution dans la révolution. C'est la deuxième révolution qui prend ensuite le pouvoir en 1792 avec Danton et les autres. En ce qui concerne la révolution d'octobre à Saint-Pétersbourg, c'est pareil. On a les premiers révolutionnaires qui sont dévorés ensuite par la deuxième génération, qui arrivent très vite à prendre le pouvoir. Et là, LFI, s'il joue la carte des, entre guillemets, des jeunes de banlieue, il se trompe un petit peu, parce que ces gens-là ne vont pas voter, c'est certain. Maintenant, si on arrive à une stratégie de bordélisation de la France avec le pouvoir qui est à prendre dans la rue, il n'est pas certain que ce soit LFI qui arrive à retirer le pouvoir dans cette rue-là. Il est tout à fait possible que ce soit d'autres qui prennent le pouvoir au-delà de LFI. Et là, je pense à un problème qui est quand même très grave. Ghettoisation, zone de non-droit, enfin bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces expressions-là, mais on a quand même toute une masse qui ne va pas voter, qui est issue de l'immigration nord-africaine et qui peut-être est une masse qui peut éventuellement accentuer ce phénomène de bordélisation et qui peut peut-être... Faudrait-il avoir une conscience politique ? Ah, ils n'ont pas de conscience politique, mais ils peuvent avoir une conscience religieuse. Ouais. Et c'était là où je voulais en arriver. C'est-à-dire qu'on peut très bien en arriver à une révolution dans la révolution, et là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a des ferments de guerre civile. C'est effectivement dans les banlieues qu'il y a des ferments de guerre civile. C'est pas dans les populations qui manifestent gentiment dans les rues, avec parfois même leurs enfants, etc. C'est pas ces populations-là qui vont allumer les feux de la révolution, si je peux dire. Mais ça sera effectivement peut-être les jeunes des banlieues qui sont de plus en plus violents et de plus en plus une zone qui sont de plus en plus une sorte d'État dans l'État, si on peut dire. Ils mettent maintenant des placards dans les halls d'immeubles pour organiser la vente de drogue. Règlement intérieur dans un immeuble à Mantes-la-Jolie, je crois. Ils feront plus de désordre sonore, ils feront plus de bordel, comme on dit maintenant, à condition qu'on les laisse travailler tranquillement. C'est un État dans l'État. Ils organisent leur règlement, ils organisent leur ordre, et effectivement, ce que l'on voit de plus en plus, c'est une montée de la violence, de plus en plus forte et de plus en plus ubiquitaire, puisqu'on la voit maintenant dans les villes moyennes et dans les petites villes. Et moi, j'appelle ça des prémices de guerre civile. Laurent Izard. Parce qu'il n'y a plus de croyance, ce qu'on disait, dans l'efficacité du pouvoir politique. Or, moi je crois qu'il y a quand même une chose qu'il faut rappeler qui est importante, hein, c'est que depuis 1958, la Constitution a quand même évolué. Et elle donne de nouveaux moyens constitutionnels à l'opposition pour exister. Alors ce sont les niches parlementaires, c'est la saisine maintenant par 60 députés, 60 sénateurs du Conseil constitutionnel, et puis c'est la possibilité, dans le contexte actuel, de créer des alliances de circonstances pour ne pas voter certains textes ou en voter d'autres. Autrement dit, aujourd'hui, on est dans une configuration qui permet véritablement à l'opposition d'avoir un rôle très actif, très important. Et ça doit jamais être la rue qui fait la politique. Ça doit toujours être à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, justement, peut-être, cette stratégie électorale de LFI et la stratégie à l'Assemblée nationale, la stratégie de LFI, c'est déposer 14 000 amendements. Stratégie qui a abouti à un blocus de l'avancée des débats. LFI fait sauter 1000 amendements, on arrive à l'article 2. Et l'article 2 est rejeté. L'article 2, c'est celui sur l'indice senior, hein, qui vise à signaler le nombre de seniors en emploi jusqu'à la retraite dans telle entreprise. Bien. Parce que la NUPES s'est rendu compte qu'en faisant une politique d'obstruction systématique, je crois que ce n'est pas 14 000, c'est 20 000 amendements qui avaient été déposés au départ. Oui, mais il y en a 14 000 qui viennent de LFI. Voilà. Il y en a 1 400 du PS. À l'arrivée, comme on est dans une procédure du 47.1, qui fait qu'on est bloqué sur les dates, on n'examine pas tous les amendements, eh bien, la France Insoumise s'est rendu compte qu'avec cette politique d'obstruction, on n'arriverait jamais, finalement, à l'article 7, qui est l'article central de la loi sur les retraites. Qui est celui sur la durée de cotisation. Hein.
Franck, je note quand même quelque chose, c'est qu'il y a peut-être 14 000 amendements qui ont été déposés par NUPES, ce que vous voulez là. Un peu plus, par la NUPES, c'est plus que ça. 14 000, c'est LFI. On en a pour combien? Pour 100 ans. Mais quand il faut voter la motion référendaire qui est proposée par le Rassemblement national, là, il la vote pas. Là, attention, non, on vote pas parce qu'on ne veut pas donner la parole au peuple. Enfin, ça va ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que le Rassemblement national était légaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise effectivement les armes qui nous sont proposées par la loi, par la Constitution. À partir du moment où il y a une possibilité de proposer aux Français de dire par la voie du référendum, est-ce qu'ils veulent cette réforme des retraites ou pas? Le Rassemblement national ne dit pas votez pour moi parce que vous m'aimez. Il dit quoi aux députés? Il leur dit votez pour ma motion référendaire de façon à ce que nous, représentants du peuple, on donne le pouvoir au peuple de se décider sur son avenir. Et là, bien sûr, la NUPES ne vote pas parce que c'est le Rassemblement national qui propose. C'est sérieux, ça? C'est pas sérieux. Alors, sachant qu'on s'offusque tous sur le nombre d'amendements, je vous rappelle que lors de la privation de GDF, Gaz de France, est-ce que vous vous rappelez combien il y avait eu d'amendements? 137 000. OK? Donc, avec les 20 000 amendements, certains provenant du Rassemblement national, d'autres de LFI, certains des Verts et tout ça, c'est vraiment c'est un petit jeu de blocage. Sachant que la procédure qui a été mise en place par le gouvernement, c'est que tout s'arrête de toute manière vendredi à minuit et que ça bascule au Sénat, confère ce que vous disiez, Richard, sur le fait que c'est joué en partie. Allez, on a fini le temps de ce premier sujet. Retrouvons-nous dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Un an de guerre en Ukraine, 24 février 2022, 24 février 2023. Ma question, c'est que finalement, on voit la guerre s'installer. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'un jour, l'un des deux pays soit vainqueur et qu'il y ait donc un cessez-le-feu? Et comment ça pourrait se dessiner? Je cède la parole à Laurent Arthur Duplessis. On voit au bout d'un an que cette armée russe qui, soi-disant, était nulle, est en train de reprendre l'avantage à la faveur du surcroît d'effectifs considérables issus des mobilisations lancées en Russie et à la faveur de l'écrasante supériorité de l'artillerie russe qui tire à peu près 4 ou 5 obus quand les Ukrainiens en tirent un. Et donc, même si les Ukrainiens ont des matériels très sophistiqués livrés par l'Occident, c'est l'effet de masse qui compte, et en matériel, d'artillerie notamment, et en effectifs de troupes, même si elles ne sont pas toujours d'élite. Et en fait, on voit qu'actuellement, sur le front, la tendance s'inverse. Les Ukrainiens sont en recul. Et il semblerait que la stratégie de Moscou, ce soit non pas une offensive façon Blitzkrieg, 1940. Ce qui était la première tactique. Oui. Il y a un an, oui. C'était ça. On allait jusqu'à Kiev à toute vitesse, on renversait le pouvoir. C'est pas du tout ça. Maintenant, c'est ce qu'on appelle d'un terme aimable le grignotage, qui est en réalité une attrition de l'armée ukrainienne, sachant que 145 millions d'habitants en Russie et 30 millions, je dis bien 30 parce qu'il y en avait 42, mais il y en a à peu près 12 qui ne sont plus là, 30 millions en Ukraine, l'attrition, ça sera au bénéfice des Russes, à l'évidence. D'ailleurs, maintenant, en Ukraine, on ramasse les gamins de 16 ans, comme en Allemagne en 44-45, pour les envoyer au front de force. Bon. Et donc, votre pronostic, c'est la Russie va gagner cette guerre. La Russie va obtenir ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire dominer complètement les 4 oblasts dont elle a déclaré qu'ils étaient russes. Je ne crois pas que la Russie veuille déferler sur toute l'Ukraine. La Russie ne souhaite pas cela, et je crois qu'elle ne l'a jamais souhaité. Et pourtant, aller à Kiev
à toute vitesse, c'était un symbole beaucoup plus fort. Renverser le pouvoir était le symbole beaucoup plus fort. Pour mettre en état de sidération l'Ukraine pour obtenir des négociations. Parce qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu territorial pour la Russie, c'est les 4 oblasts. Mais il y a un second enjeu pour la Russie, c'est d'obtenir à terme, alors une négociation, je dirais avec Washington, parce que qui pilote tout ça? C'est Washington. Hein. Les Européens sont que de serviles vassaux de Washington. Et négocier quoi Négocier que l'Ukraine soit neutralisée, ait un statut de neutralité, n'intègre pas l'OTAN et soit démilitarisée. Le statut, ce serait quoi? L'Autriche, la Finlande Ce serait une finlandisation, oui, c'est ça, c'est-à-dire une neutralisation de l'Ukraine avec une sorte de police gouvernementale et donc en réalité la République de Weimar, par exemple, des années 20, par exemple. Laurent Izard. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Je pense néanmoins que pour qu'il y ait un véritable vainqueur, il faut qu'il y ait un aveu du vaincu. Et ce que je crains, c'est qu'effectivement, il y a une victoire militaire de la Russie, et ça semble se dessiner aujourd'hui. Oui, mais ça peut durer très longtemps. Il y a 3 mois, c'était le contraire qui allait se dessiner. Donc c'est compliqué. Le rapport de force est très différent. Alors évidemment, la durée peut dépendre de l'implication, du degré d'implication des Occidentaux, qu'on ignore pour l'instant, jusqu'où on est prêt à aller. Mais la réalité, c'est que si la Russie veut effectivement atteindre ses objectifs militaires, elle va les atteindre. Toute la question, à mon avis, n'est pas là. Parce qu'il peut y avoir victoire militaire sur le terrain, mais ça ne veut pas dire qu'il y a victoire politique. Il faut voir ce qui se passe derrière. Il faut voir quelle sera la réaction de l'OTAN. Il faut voir quelle sera la réaction des peuples qui eux, craignent d'être les suivants sur la liste. Voilà. Et là-dessus, moi, je ne suis pas sûr. À qui? À quel pays? Pays baltes, par exemple. Voilà. Et Moldavie, bon, et quelques autres aussi. Moi je pense qu'il y a un risque de prolongation du conflit et d'accentuation du conflit qui peut tourner en une espèce de guerre froide qui mobilisera d'un côté l'OTAN et de l'autre côté la Russie, même s'il y a une victoire définitive militaire du côté russe. Ce qui reste à démontrer encore. Oui, Laurent Arthur, juste un petit mot parce que... Je suis tout à fait de cet avis. Je crois que la volonté de Washington, elle est d'un côté que ça ne dégénère pas en généralisation du conflit. Washington ne veut pas, parce que Washington vise la Chine en ennemi numéro 1. D'ailleurs, le grand spectacle autour des ballons chinois, entre guillemets, c'est ça. C'est pour dire au peuple américain, non, notre ennemi numéro 1, c'est les Chinois. C'est eux. Priorité aux Chinois. On voit bien l'ouverture de base en Indonésie, c'est ce mouvement-là. Aux Philippines, etc. Deuxième chose, cependant, Washington ne veut surtout pas une pacification des relations entre la Russie et l'Occident qui aille à un tel degré de sérénité que les Allemands se précipitent à nouveau vers Moscou pour rouvrir les Nord Stream 1 et 2, reprendre le gaz russe et sortir de ce suicide économique qui leur est imposé par ça les Américains ne veulent pas. On va faire le tour. Richard de Sèze. Enfin, oui, que veut dire le mot victoire? Si on conquiert un terrain, mais qu'à côté de ça, on a 10 ou 15 ans de sanctions économiques terribles, comme l'Amérique est capable de le faire peser sur l'Irak ou la Syrie, voilà, donc on n'a rien gagné en fait. On a gagné un territoire gelé dans lequel on met 1 an et demi pour remplacer une pièce d'un endoscope, voilà. Et on ne parle même pas du reste. Voilà, 500 000 morts chez les enfants irakiens et la diplomatie américaine nous expliquait que ça en valait le coup. 60 ans de sanctions contre Cuba. Et Fidel Castro est mort en 2016 dans son lit, toujours à la tête de Cuba. Les Américains sont des bourrins complets et ils sont capables de ruiner un pays en expliquant que c'est une bonne tactique et on ne voit pas ce que le pays y gagne en fait. Ce sont des prédateurs, hein, parce que l'obsession américaine, c'est de maintenir une herse, un nouveau rideau de fer entre l'industrie allemande et le gaz russe. C'est quand même un petit peu passé sur le fait que la Russie a quand même envahi l'Ukraine. Que c'est un acte sur le fait que la Russie a déclaré la guerre et que
quelle que soit la prétendue dénazification de l'Ukraine ou la volonté d'ouvrir la mer Noire, la Russie a attaqué, et donc on ne peut pas considérer que la Russie a raison en droit et même en morale. Après ça, que la situation soit plus complexe que ce qu'on nous explique sur BFM, oui, et que la Russie ait pu se sentir menacée, ou que Washington soit en train de rediviser le monde en ennemis et en amis, oui, c'est vrai aussi. Ils sont en train de sortir de l'OMC, ils viennent de monter le TTC, pardon, et le TTC explique que voilà, il y a les pays amis dans lesquels on investit, et il y a les pays pas amis dans lesquels on n'investit pas et dans lesquels on interdit d'investir. Donc il y a une autre guerre économique qui se joue depuis longtemps. Clairement. Mais voilà, donc à côté de ça, voilà, la victoire, elle va pas se jouer avec le général hiver ou avec des drones super puissants. Elle se jouera dans les chancelleries comme d'habitude. Patrick Ivard. Je ne suis pas certain qu'on puisse parler de morale quand on parle de guerre, hein, déjà d'une façon très générale, parce que je me souviens que les États-Unis ont envahi l'Irak, ils ont envahi l'Afghanistan, ils ont bombardé la Serbie. Les Russes avaient été en Afghanistan auparavant. Hein. Oui, c'est pour ça. Donc c'était immoral de la part des Américains. C'était complètement immoral de leur côté, sauf que comme c'est eux qui vous disent quelle est la morale, il faut déjà avoir un peu de recul sur tout ça. Les deux ont échoué entre nous. Hein, l'invasion russe en Afghanistan a échoué, et les Américains sont partis comme on sait. Alors, mais maintenant, pour en venir spécifiquement à l'Ukraine, on a le sentiment que c'est quand même un petit peu la guerre d'Espagne du XXIe siècle. Hein. C'est-à-dire que c'est une guerre par procuration que mènent les pays d'Europe occidentale contre une grande puissance, une nouvelle grande puissance, qui est la Russie, qui était l'URSS, qui est tombée bien bas, mais qui maintenant revient comme étant une grande puissance. La Russie, vous l'assimilez à l'Allemagne nazie, qui soutenait... Non, je l'assimile pas à l'Allemagne nazie. Non, je l'assimile pas à l'Allemagne nazie, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une guerre d'Espagne qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, comme on a une guerre d'Ukraine qui peut précéder autre chose ailleurs. Alors, Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il est un fait que pour l'instant, on a les Chinois qui regardent de façon très intéressée ce qui se passe en Europe et qui regardent de façon très intéressée les États-Unis et l'OTAN, qui est en train de s'épuiser face à la Russie. Et on peut se demander si la Chine n'est pas en train d'attendre le moment le plus opportun, quand les États-Unis seront... pour faire quoi ? Pour attaquer Taïwan. Pour attaquer Taïwan, tout simplement. Taïwan qui, par ailleurs, se prépare. Et il est possible une attaque de la Chine, de Pékin, bien évidemment. Donc on peut penser que, pour l'instant, on est face à une répétition générale, comme la guerre d'Espagne l'a été pour la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Et moi, je suis persuadé qu'on aura une Troisième Guerre mondiale à terme, hein, de toute façon. Vous êtes sûr ? Oui, puisqu'il y a une course de collision entre la Chine et les États-Unis. On le voit bien depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. C'est-à-dire que de deux côtés, maintenant, il y a une escalade verbale, et les escalades verbales précèdent toujours les escalades militaires. Or, il y a une logique économique à tout ça. Les États-Unis tiennent avant tout au privilège monétaire du dollar, qui est le pilier central de leur prospérité économique. Leur capacité à s'endetter. Et ce privilège monétaire est de plus en plus érodé, et ça l'était déjà avant la crise d'Ukraine qui n'a fait qu'accélérer ça, par Pékin et Moscou, et même New Delhi et Ankara, etc., puisque de plus en plus de circuits commerciaux se développent en d'autres monnaies que le dollar. Et même l'Arabie saoudite, maintenant, qui était quand même un pilier de la politique monétaire américaine, pétrole gagé sur dollar gagé sur le pétrole, les pétrodollars. Ça, ce serait un débasculement de la guerre en Ukraine. Oui, mais non, qui ne fait qu'accélérer ça. Et qui fait qu'il y a une inquiétude grandissante dans les milieux dirigeants américains vis-à-vis de l'effritement progressif du privilège monétaire du dollar. Et donc, et on voit que même l'Arabie saoudite, maintenant, vend du pétrole en se faisant payer en roubles ou en yuan, yuan convertible en or. Et donc, le pacte de Quincy de 1945 entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud d'Arabie saoudite, qui était vous nous vendez le pétrole pas cher, on vous assure votre sécurité militaire, ce pacte est en train de devenir de plus en plus
caduques. Et ça, c'est un renversement extraordinaire, puisque en 1973, Kissinger avait dit aux Saoudiens et autres, on vous laisse multiplier par 4 le prix du pétrole sans intervenir militairement, mais à une condition, c'est que vous facturiez votre pétrole en dollars, puisque le dollar flottait depuis qu'il était débasé de l'or par Nixon en 1971, et c'était une façon de rebaser le dollar sur quelque chose de solide. C'était le commerce en pétrole. C'est-à-dire que les acheteurs de pétrole devaient d'abord acheter du dollar. Ça, c'est la fin de ce système-là, en tout cas. Ce système, or, pour les États-Unis, c'est gravissime, parce que ça remet en cause directement leur suprématie économique, enfin monétaire, donc économique sur le monde. C'est vital. À chaque fois que quelqu'un essaie de faire ça, Saddam Hussein ou Kadhafi, on a vu l'attaque qui leur est tombée dessus, parce qu'ils facturaient autre chose que le dollar. Et bien là, maintenant... On va parler de la demande, puisqu'il y a eu une tournée de Zelensky en Europe, de la demande de plus d'armes et des avions. À chaque fois, cette demande a été, ou ces demandes ont été un premier non. D'abord, la réaction européenne et occidentale, c'est non. Et finalement, ça finit toujours par un oui et des livraisons. Est-ce que vous pensez que pour les avions, on va sur le même chemin ? Je commence par vous, Patrick Ibar. Est-ce qu'on pourrait poser la question peut-être aux représentants du peuple à l'Assemblée nationale pour savoir si oui ou non la France est un pays co-belligérant et déjà avec une intervention militaire française à l'étranger? Macron dit que non. Pourquoi? Parce que Macron, il joue sur les mots. Il parle d'une intervention. Or là, c'est pas une intervention. C'est-à-dire au sens où il n'y a pas officiellement de soldats. C'est très défini. Non, mais la Constitution française, elle est très définie aussi. Et la Constitution française prévoit que... Le privilège de l'armée, c'est celui du président de la République. C'est compliqué d'avoir des débats à l'Assemblée nationale sur ce sujet. C'est très compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une intervention militaire, normalement, est soumise à une approbation de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Mais comme Macron il n'y a pas d'intervention militaire, il y a juste livraison d'armes. Il n'y a pas d'intervention militaire, non, il y a simplement le fait qu'on donne des canons, qu'on donne bientôt des avions, qu'on donne des chars, oui. Avec peut-être quelques troupes au sol, on ne veut pas dire lesquelles. Ça c'est sûr. Oui, c'est ça, des formateurs. Donc on prend les Français un petit peu pour des idiots. C'est-à-dire qu'on a une intervention, on a une intervention militaire qui ne dit pas son nom, et normalement, si on respecte la Constitution, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale ont leur mot à dire sur cette intervention militaire. Richard de Sèze, est-ce que vous pensez que pour les avions, on va prendre le même chemin ? Vous l'avez dit vous-même, à chaque fois on a dit non et ça finit par se faire. Voilà. Donc, et les Américains viennent d'expliquer qu'ils allaient renvoyer de nouveaux matériels et l'Union européenne a expliqué qu'elle ferait tout ce qu'elle peut pour soutenir jusqu'au bout le juste combat de l'Ukraine. Donc il y a un moment donné où on se dit il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Voilà, donc, et c'est absolument terrible. Il y a une raison pour que ça se ralentisse, à mon avis, c'est que Washington quand même donne des signes maintenant d'être de plus en plus dans la position de freiner. Pourquoi ? Parce que Washington, ayant en tête la Chine, n'a pas envie d'un choc direct avec la Russie. Et donc Washington, on le voit bien dans un certain nombre de milieux dirigeants et dans les messages qu'ils font passer dans les grands journaux américains, qui sont bien plus multiformes que les nôtres, entre parenthèses, eh bien Washington commence à envoyer des signaux que, bon, il ne faut pas exagérer, Et Zelensky commence à devenir très, très, très gênant pour Washington. Il pourrait avoir un accident d'hélicoptère. Parce qu'en effet, Washington, maintenant, tient à calmer le jeu. Et vous remarquerez que Washington dit les Abrams, les chars Abrams, c'est dans un an, parce qu'on n'en a pas, parce qu'il faut les réparer. Bon. Et quant au... Leclerc en France. Et quant au fameux club Léopard, il y a les Léopards numéro 1 et les Léopards numéro 2. La majeure partie des chars qui sont donnés, c'est des Léopards numéro 1, c'est des vieux clous qui ont été conçus en 1955, mis en service en 1960. C'est de la vieille ferraille. Comme les chars qu'utilisent les Ukrainiens actuellement, d'ailleurs. Oui, mais ce sont anciennement des chars du pacte de Varsovie qui ont été donnés par les Polonais ou qui étaient dans les stocks ukrainiens. Pas une supériorité technologique aux Ukrainiens. Alors, je vais peut-être vous poser une question, et c'est vous qui allez être chargé de répondre. Est-ce qu'on peut envisager un jour qu'il y ait des frappes directement sur Moscou ? C'est ce que je voulais envisager. Il y a un scénario catastrophe quand même, qui prendrait la forme suivante. L'Occident accepte de fournir des armes lourdes, des avions, des chars, des missiles à longue portée à l'Ukraine. Et 2, l'Ukraine perd sur le terrain militairement.
La dernière solution pour Zelensky, ça serait de frapper directement la Russie pour contraindre le bloc occidental et le bloc russe à entrer directement en conflit. C'est ça le risque principal et c'est ça qui risque d'entraîner une troisième guerre mondiale. Ouais. D'accord. Il veut ça. Et Washington a très bien compris que c'est ça qu'il veut. C'est ça le problème. Et Zelensky, en plus, est l'otage de ses propres extrémistes à lui, à Kiev. Et il est écartelé entre ces extrémistes qui sont jusqu'au boutistes, un peu comme les SS 44-45 en Allemagne, et d'un autre côté Washington qui dit maintenant ça va bien là, on n'a pas envie d'aller au-delà. Et donc il y a une impasse là. Mais vous pensez sérieusement que l'Occident peut dire un jour aux Ukrainiens, écoutez, maintenant, on ne peut plus, débrouillez-vous? L'Occident, il coupe les armes, il coupe l'argent, il coupe les munitions. Il y a ce que disait Laurent Isard, il y a les Pays-Baltes, il y a la Pologne, il y a la Roumanie, qui se souviennent de ce qui s'était passé avec les Soviétiques. C'est pas certain du tout que la Russie souhaite aller jusqu'à envahir les Pays-Baltes, pourquoi pas la Pologne, pourquoi pas, on n'en sait rien. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a quand même... se remilitariser. Oui, la Pologne a l'objectif de devenir la première armée européenne. Oui, mais de notre côté, on a un choix à faire, c'est un choix politique. Et ce choix politique, il me semblerait raisonnable de ne pas aller dans le sens de l'escalade. Qui commande? C'est Washington. Personne d'autre, enfin aucune autre entité que Washington qui donne les ordres. Les Pays-Baltes, la Pologne, ils seront aux ordres de Washington, de toute façon. En même temps, ils peuvent acheter des armes à bien d'autres pays qu'aux Américains. Non, vous avez vu ce qu'a dit Stoltenberg, le patron de l'OTAN. Oui. On est à court de munitions et justement les Chinois regardent avec beaucoup d'intérêt les grandes faiblesses de l'OTAN, qui n'est même pas foutu d'alimenter suffisamment en munitions l'artillerie ukrainienne. Et je vais vous dire, à Pékin, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, tout ça. Bien sûr. Allez, on a déjà dépassé, mais on se rend bien compte qu'il y a encore des sujets qu'on aura le plaisir d'aborder, le plaisir ou le malheur peut-être, d'aborder dans les émissions suivantes. Allez, on embraye dans quelques secondes sur le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Là, on change d'univers, on va du côté artistique et politique avec un événement qui a attiré mon attention début 2023, donc il y a quelques semaines. La Grande-Bretagne a négocié un accord qui finalement est tombé caduc, mais avec la Grèce pour lui rendre les frises du Parthénon. Alors pour ceux qui connaissent le Parthénon, ce temple qui tient encore debout, il lui manque une grande partie de ses frises et il y en a 75 mètres au British Museum. Bien. Finalement, cet accord ne va pas avoir lieu, mais la question se pose puisqu'en fait il y a des demandes africaines auxquelles la France a déjà fait droit. Mais il y a également des demandes d'autres pays, à l'Angleterre, à la France, à la Belgique et à d'autres, de rendre les œuvres d'art conquises ou achetées. Je voulais qu'on parle de ce sujet parce que je le trouve très intéressant et puis peut-être qu'il va amener à ce que le Louvre se trouve dégarni. Laurent Isard. Je pense que si je posais la question à mes étudiants, faut-il rendre les œuvres au pays d'origine ? Instinctivement, ils diraient oui, c'est normal, hein, voilà, parce que ces œuvres elles ont été créées par des artistes de ce pays, elles font partie du patrimoine de ce pays, on les a toutes spoliées, plus ou moins, alors pas forcément volées, mais parfois achetées à vil prix à des personnes qui étaient des ignorants ou alors des dictateurs de rencontres. Et donc, on est tout à fait illégitime à conserver ces œuvres dans nos musées. Voilà. Ça, c'est le point de vue des étudiants qui ont une vingtaine d'années. Voilà. Et je pense que c'est le point de vue de pas mal de Français, si vous les interrogez dans la rue. Qui vont décider dans les 30 ans qui viennent. Oui, sauf que quand même, il faut réfléchir un peu au-delà, je pense. Oui. Et en réfléchissant au-delà, il faut se poser un certain nombre de questions. Bon, déjà, pourquoi ce sujet est revenu sur le devant de l'actualité ? Parce que Emmanuel Macron a accepté de restituer des œuvres au Bénin. Voilà, des œuvres africaines. Bon, et puis après, ça s'est enchaîné sur d'autres considérations. Mais si on voulait aller jusqu'au fond des choses, jusqu'au bout des choses,
Ça veut dire qu'on rend les œuvres à la Syrie, à l'Irak, au Cambodge, à la Birmanie, à l'Égypte, à la Grèce. Ça veut dire qu'on ferme le British Museum, que vous évoquiez tout à l'heure, dont vous parliez. Ça veut dire que... On ferme le musée Guimet, le Quai Branly, on ferme le Louvre aussi. Voilà. Alors, la vraie question, moi, je pense qu'il ne faut pas s'inscrire dans cette logique un petit peu de repentance ou de parce qu'on est dedans. Voilà. Je pense qu'il faut se poser des vraies questions. Et les vraies questions, c'est si on rend des œuvres, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et quel est l'intérêt pour la culture des pays d'origine de ces œuvres? Est-ce qu'on a intérêt à ce que des œuvres soient dans des musées, dans des pays effectivement d'origine, mais qui seront très peu fréquentés, qui seront peut-être mal conservés, avec des risques de perte? Moi, je pense qu'il faut se poser ces questions. Est-ce que certaines œuvres, eh bien, elles ne doivent pas être sanctuarisées dans des musées occidentaux? Mais je me mets à la place d'un Béninois ou d'un Sénégalais. Est-ce que vous n'êtes pas avec une position de surplomb en disant nous au moins on les garde et elles sont au frais et il y a des gens pour s'en occuper, et chez vous les sauvages vos musées sont merdiques? Je comprends cette position, elle est logique, mais c'est inaudible. Moi je pense que quelqu'un qui... Il y a une partie des conservateurs sénégalais le disent. Et oui, voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, et pardonnez-moi, je vous coupe dans vos développements, mais d'une part, Emmanuel Macron n'a pas fait droit au Bénin. Emmanuel Macron a violé la loi française, puisque et par ailleurs, les œuvres qui ont été prétendument restituées, en fait données en dépit du droit français par le fait du prince, avaient des statuts différents. On dit qu'elles ont été achetées à vil prix. Il faudrait véritablement qu'on se pose la question de ce qu'était le marché de l'art à l'époque. Est-ce que le prix était vil ou pas? Il y a des prises de guerre. Il y a un droit aux prises de guerre. Autrement dit, même si en ce moment au ministère de la Culture, les commissions qui s'occupent de restitution sont totalement acquises à l'idée de dépouiller l'Occident au nom des fautes qu'il aurait commises pour tout renvoyer dans les pays, il n'y a pas vraiment de droit en fait à ces restitutions, et le mot même de restitution est aberrant. Et enfin, voilà, quand les Sénégalais parlent, ils expliquent que le musée n'est pas prêt, que le public ne sera pas là, que les conditions de conservation des œuvres ne sont pas restituées. Autrement dit, ils sont aussi comme une partie des Italiens et des Allemands après les razzias napoléoniennes, injustifiables à tout point de vue, ne serait-ce que parce que c'était Napoléon, et qui ont décidé que finalement c'était mieux de les garder au Louvre, parce que au moins, voilà, il y avait ce grand musée européen universel existait. Parce que le but, c'est aussi de faire connaître la culture du pays d'origine. Et le Louvre, pour ça, c'est un outil fantastique. Alors, je vais apporter un petit peu d'eau à votre moulin. Il y avait un très beau musée des arts islamiques, ou égyptien plutôt, au Caire, qui a été entièrement soufflé par une bombe. Et donc les œuvres ont été détruites. Et du coup, effectivement, on peut se dire que elles seraient peut-être plus à l'abri au British qu'au Caire. Il faut voir que, en gros, les musées, l'institution muséale, c'est une invention occidentale, notamment de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Napoléon, voilà, Yvan Denon est un précurseur quand il met sur pied le Louvre, et notamment avec le rapt des œuvres dans la plaine du Pô par les troupes de Napoléon. Oui. Le British Museum a emboîté le pas au Louvre, et l'institution muséale s'est extrêmement développée en Occident et d'ailleurs aussi en Russie, cousine de l'Occident, justement dans le but à la fois, comme ça a été dit, de conserver les œuvres en les extirpant d'environnements qui ne se préoccupaient pas beaucoup de les conserver, et d'autre part pour les faire connaître au monde entier aussi. Donc, dans un accès de repentance, Macron veut les restituer, comme il dit, mais... Ce sont des prêts, alors pour contourner le principe de l'inaliabilité, oui, c'est ça, ce sont des prêts à longue durée. C'est ce qui a eu lieu pour Madagascar. À longue durée, on sait ce que ça donne. Ouais. Donc, c'est en réalité une négation de l'institution muséale, création occidentale. Les pays qui revendiquent aujourd'hui sont bien gentils, ces pays-là, mais ils en faisaient quoi de leurs œuvres? Elles étaient menacées par toutes sortes de choses. On ne peut pas se dire justement que les siècles ont passé et que ces pays ont grandi, se sont enrichis, ont pris conscience de leur patrimoine et maintenant veulent le récupérer
pour le montrer à leur peuple. Oui, eh ben, ils le montreront à leur peuple, mais il y aura beaucoup moins de gens qui les verront, puisque justement, les lieux de passage dans l'Afrique subsaharienne sont moins fréquentés que le Louvre à Paris ou le British Museum à Londres. Patrick Hibard. Cher Laurent Arthur Duplessis, votre discours, il est tout à fait colonialiste du point de vue de certains. Il y a pas du mauvais dans le colonialisme. Hein. Ah ben oui, peut-être, mais c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Moi, je suis en Algérie, mais justement, je voulais revenir sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on est en train d'instrumentaliser politiquement la culture avec cette restitution d'œuvres d'art. J'en reviens en Algérie. Très récemment, il y a quelques années, je ne me souviens plus quand exactement, on a restitué à l'Algérie un certain nombre de têtes d'Algériens qui ont combattu la France pendant la période de la conquête coloniale au XIXe siècle. Qu'en a fait l'Algérie, c'était pas pour les mettre. Elles venaient du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Elles ont été restituées à l'Algérie. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, les Algériens? Ils les ont enterrés au cimetière des Martyrs à Alger. Pour dire quoi? Pour dire justement, les méchants Français, vous nous avez colonisés, vous nous avez coupé la tête de nos résistants. Maintenant, nous, nos résistants, on fait une cérémonie pour les enterrer dignement parce qu'ils ont combattu la France. C'est légitime à vos yeux de faire ça? Alors, du point de vue algérien, c'est tout à fait légitime. Du point de vue français, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on creuse un petit peu le sujet de ces têtes qui ont été restituées à l'Algérie, on s'aperçoit qu'il y en a 24, je crois. Sur les 24 têtes, il y en avait peut-être 4 ou 5 qui correspondaient peut-être à des gens qui avaient combattu la France dans les années 1840-1850, peut-être. Quant aux 20 autres, ça correspondait à des délinquants, des brigands de droit commun, ça correspondait même à des soldats d'origine nord-africaine qui combattaient dans l'armée française. Autrement dit, peu importe ce que c'est réellement, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et pour cette restitution, alors c'est pas une œuvre d'art bien évidemment, mais ça vient d'un musée français. Pour cette restitution de tête à l'Algérie, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on quitte tout à fait le domaine culturel et on en arrive rapidement à la politique contemporaine qui sert les intérêts algériens et pas du tout les intérêts français. Et c'est là où je veux en arriver. C'est très bien de vouloir restituer des œuvres d'art aux uns et aux autres, mais si c'est pour qu'effectivement ces œuvres d'art soient mises dans un placard mal conservé, revendues sur le marché noir, c'est pas bien, autant les garder. Mais si c'est pour que ces œuvres d'art ou pas, parce que une tête c'est pas une œuvre d'art, mais si c'est pour en arriver à ce qu'on donne des bâtons pour se faire battre, là, je ne suis pas d'accord. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le Bénin, avec d'autres pays d'Afrique équatoriale. Est-ce que les frises du Parthénon n'ont pas plutôt à être en haut du Parthénon? Parce qu'il y a des millions de gens qui vont à Athènes tous les ans et que globalement, ça compléterait ce temple. Mais ce qui est vrai pour les frises du Parthénon, c'est pas nécessairement vrai pour les têtes maoris qu'on a restituées à la Nouvelle-Zélande ou pour les têtes qu'on a pour que la Grande-Bretagne rentre les frises du Parthénon. Mais parce que c'est un problème. Faire en sorte que les Anglais soient humiliés, on est tous d'accord. Enfin, par principe, les Anglais sont des voleurs, des pillards et des assassins. Et la période victorienne a été un immense pillage par les Anglais, sous les atours de la décence la plus sévère. Alors, cela dit, vous sembliez soutenir Napoléon dans ses pillages. Non, vous savez qu'une grande partie est odieux, mais au bout du compte, il y en a qui ont trouvé. Une grande partie a été rendue, hein. Oui, heureusement, oui. C'est sans fin. Oui, les frises du Parthénon, bon, bien. Oui. Mais alors, où est la limite de tout ça? Parce que les 80% des pièces muséales dans tous les grands musées du monde ne sont pas originaires du pays où se trouve le musée. C'est heureux, parce qu'un musée, il a vocation à être multiculturel. On ne va pas faire des musées uniquement d'œuvres locales. Ça n'a pas de sens. Et Louis-Philippe ont fait exprès d'acheter de la peinture étrangère. Et Louis-Philippe a inventé, si j'ose dire, la peinture espagnole en France. Alors, on va parler de Louis-Philippe et de Charles X, incidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le don de l'obélisque de la Concorde. Vous savez, alors, juste un point d'histoire, ça a été donné par un vice-roi d'Égypte, ottoman, vous allez voir que ça n'est pas par hasard que je vous dis ça, qui s'appelait Mehmet Ali, qui a été donné à Charles X, érigé place de la Concorde, du temps de Louis-Philippe. Il était égyptien sous Empire ottoman. Sous Empire ottoman, exactement. Sous Empire ottoman. D'ailleurs, comme lors de la vente des frises du Parthénon, qui ont été vendues à Lord Elgin, alors j'ai l'air d'étaler ma science, mais bon, qui ont été vendues à Lord Elgin alors que la Grèce était sous puissance ottomane. Et donc, est-ce que l'Égypte ne pourrait pas dire, écoutez, c'était des occupants qui ont décidé de vous donner l'obélisque, ce serait bien de nous le rendre.
Si les Égyptiens renonçaient en même temps à l'intégralité de l'héritage ottoman, qui est aussi la présence musulmane en Égypte, on serait d'accord. Enfin, ce qu'on exigerait, c'est un peu de cohérence, en fait. Si tu veux absolument renoncer à tout l'héritage ottoman, ok, on te file l'obélisque et tu vires l'intégralité des islamistes qui sévissent sur ton territoire. Sinon, on va garder l'obélisque, en fait. Voilà. Oui, bon, vous savez bien que ça c'est de la politique. Mais oui, bien sûr. Ce que je vous dis n'est pas si fictionnel, si. C'est quand même fictionnel d'expliquer que les aléas de l'histoire feraient que on est comment dire, débiteur de ceci, mais pas de cela. En fait, ce qui est toujours choquant, c'est la manière dont on choisit. Ceux qui exigent qu'on restitue des œuvres d'art ne nous proposent pas en retour de nous rendre les technologies qu'on leur a apportées. L'Algérie, qui était heureuse de récupérer 24 têtes, n'a pas rendu les millions de mètres carrés de terres cultivées et les centaines et milliers d'hectares pétrolifères que la France avait défrichés. Voilà, donc, Laurent Arthur Duplessis. Laurent Isard, dans une seconde. On peut considérer les mérites conservatoires de l'institution muséale occidentale en contemplant les œuvres d'art chinoises. Beaucoup d'antiques œuvres d'art chinoises ont été sauvées des destructions de la révolution culturelle et du maoïsme nihiliste, négateur de l'histoire et de la tradition, en étant justement entreposées dans les musées occidentaux. Et le caractère salvateur de l'institution muséale occidentale n'est jamais reconnu et acclamé. L'Occident a été bien souvent le sauveur de bien des œuvres d'art qui auraient succombé aux vicissitudes politiques, révolutionnaires, culturelles, etc. Et là, je crois qu'effectivement, on est toujours dans cette espèce de haine de soi occidentale que Macron incarne à la perfection quand il est allé dire que la colonisation en Algérie est un crime contre l'humanité. Et maintenant, avec cette même servilité qu'il a toujours vis-à-vis des accusateurs de l'Occident, il est d'un masochisme extraordinaire, Macron. C'est un cas psychanalytique, d'une certaine manière. Il est sadomaso. Il veut maintenant restituer les œuvres d'art, etc. Mais c'est la même idée, ça, la haine de soi. Et ces œuvres d'art se retrouvent parfois dans des musées africains qui sont en réalité des musées politisés, où on cultive, par la présentation des œuvres, par l'histoire qui en est faite, la haine de l'Occident. Et ça, c'est pas acceptable. C'est une raison aussi pour être prudent dans la restitution des œuvres. D'accord. Bon, je pense qu'on a une sorte de consensus qui s'est établi. Ça n'arrive pas très souvent. On en reste là. Je vais céder la parole au dessin, si je puis dire, d'Ignace qui est en train de s'affairer. Mais je voulais vous signaler une chose. Dans 15 jours, je ne serai pas présent. Je prends des vacances, ça m'arrive. Mais j'ai à côté de moi l'homme qui va me remplacer, Richard de Sèze, qui va prendre le micro pour au moins une fois. Peut-être que ça deviendra mon joker quand je partirai en vacances. Voilà, donc vous le connaissez déjà, mais vous le retrouverez à ma place dans les 15 jours qui viennent, pourvu que je ne me casse pas une jambe lors d'une descente, puisque je vais à la montagne. Allez, merci Richard en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Allez Ignace, au boulot. Ignace finit ses dessins. Dans quelques secondes, on se retrouve avec le fruit de sa réflexion et de ses stylos. À tout de suite. Exceptionnel cru d'Ignace. Merci Ignace. Allez, le premier, c'est avec Olivier Dussopt, qui, vous vous rappelez sans doute, qui était sous la menace d'un procès pour favoritisme et qui devient vierge et martyr grâce aux attaques de LFI. C'est très drôle. Allez, là, toujours la France insoumise et la gauche révolutionnaire. J'aime beaucoup la tête au bout de la pique et le ballon au bout du député Thomas Porte. Merci, Ignace. Alors, bientôt un an de guerre russo-ukrainienne. On voit Poutine et Zelensky avec leurs gros couteaux qui n'arrivent pas à se partager le gâteau. Ouais, allez. Patrick Ivard. Alors, Patrick Ivard est la tête d'Alain Juppé. C'est assez drôle. LFI veut bordéliser la France, mais pourrait bien se faire bordéliser elle-même par son électorat islamiste. C'est une prédiction et un souhait.
Alors là, on rentre dans la partie culture BD. Laurent Arthur Duplessis, il y a une jolie tête d'enfant un peu fou, le Philippus de Tête à Clash. Alors, Philippus, je demande aux titinophiles de se mettre dans l'étoile mystérieuse, et voilà, c'est le savant qui annonce la fin du monde. Et il dit, donc c'est Arthur Duplessis, repentez-vous, bientôt la 3e guerre mondiale. Oui, à genoux. Nous irons tous à genoux à Chartres pour que ça n'ait pas lieu. Allez, Richard de XVI à l'Égypte, il faudrait rendre sur le champ le tout en Macron. On en restera là, je la trouve merveilleuse. Le dessin n'a pas pu être colorié, mais on le gardera comme ça, le tout en Macron, c'est parfait. Allez, merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours avec Richard de XVI aux commandes de l'émission. Et pour ce qui me concerne, ce sera dans un mois. À très vite, profitez de la vie. À bientôt.